Salut! La Terre est-elle vraiment ronde? Et comment la représenter le plus fidèlement possible? Et pourquoi certaines représentations sont fausses, orientées ou carrément de la propagande? C'est ce que nous allons voir grâce aux 3 questions suivantes. Comment nos ancêtres faisaient pour tracer des cartes des pays, des mers et du globe aussi précises sans avoir de vue du ciel? Pour commencer, disons qu'il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'homme a voulu représenter son univers. Les Babyloniens les premiers pour des raisons religieuses, les Grecs ensuite pour des raisons scientifiques et plus tard les Romains pour des raisons politiques ou économiques. Dès la préhistoire, les humains ont tracé sur la pierre leur territoire. Et bien évidemment, le but était d'être le plus précis possible. Mais comment faire? Eh bien pour cela, plusieurs méthodes et techniques ont été utilisées. Et qu'on soit clair, aucune, même jusqu'à maintenant, ne représente la réalité physique de la Terre. Mais j'y reviendrai dans la question suivante. Si l'homme a voulu représenter son univers, c'est parce qu'il en avait besoin. Pour l'agriculture, pour la gestion des propriétés des territoires, pour les voies de transport et les temps de trajet, etc., etc. Les premiers tracés sont donc plutôt simples et ne représentent que de petites portions de territoire. Quelques routes, cours d'eau, villes connues, mais ils n'hésitent pas non plus à tracer les territoires inconnus. Tout cela est fait sur le terrain, en prenant des mesures directes sur le sol, mais également sur la table, on dirait maintenant au feeling. Puis, certains cartographes ont assemblé ces cartes pour en constituer de plus grandes, et d'autres ont essayé de se projeter plus haut, mais souvent sans lien avec la réalité. Par exemple, cette pierre représente Babylone et sa région. Le golfe Persique est représenté comme une rivière entourant le monde. À cette époque, on essaye aussi de se représenter ce qu'est le monde. Pour certains, c'est un disque qui repose sur des piliers, pour d'autres, c'est un disque également mais qui repose sur des éléphants, pour d'autres, c'est un bateau géant, pour d'autres encore, c'est un disque qui flotte. Les premières cartes géographiques sont donc adaptées à cette vision du monde, et non pas l'inverse. Mais j'y reviendrai dans la 3e question. Pythagore sera le premier à affirmer que la Terre est ronde, parce que pour lui, c'est une forme parfaite, et que l'univers ne peut être que parfait. Il l'a imaginé en observant simplement l'ombre de la Terre sur la Lune. À partir de cette intuition, les Grecs, et plus particulièrement Ératosthène, ont commencé à couvrir le globe de méridiens et de parallèles, et d'essayer d'en calculer les longueurs. Ces repères permettent de calculer des coordonnées de points afin de les placer beaucoup plus précisément sur une carte. Mais évidemment, à l'époque, les calculs sont parfois faux ou approximatifs. Donc les coordonnées le sont également. Heureusement, la technique de projection utilisée est plutôt efficace car les distances sont plutôt faibles. Voici un exemple de représentation du monde avant Ératosthène et après lui. Plus tard, Ptolémée poussa encore la technique et calcula jusqu'à 8000 coordonnées. En les associant à des points astronomiques fiables, il élabora une grande carte du monde connue qui servira de base pour les travaux des futurs cartographes. Mais il commit une grosse boulette qui sera la base de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et oui, en effet, Ptolémée calcula bien 180 degrés de longitude pour le monde connu, et il en fera de même pour le monde inconnu, mais en se basant sur de mauvais calculs de la circonférence de la Terre. Du coup, le résultat est faux, et il a une vision de la Terre beaucoup plus petite qu'elle ne l'est en vérité, ce qui conduira Christophe Colomb à penser que les Indes sont beaucoup plus facilement accessibles par l'ouest que par l'est. Les travaux de Ptolémée ayant été perdus, voici l'une des versions reproduites en 1482 par Ulm et quelques détails de cette carte. Vous voyez qu'on est bien loin d'une exactitude parfaite. Voilà, les techniques ont ensuite évolué et les cartes se sont affinées au fur et à mesure des découvertes. Voici quelques exemples de cartes.
Pour l'anecdote, c'est seulement au XXe siècle que les annotations Terra Incognita et Hic Sunt Dracones ont disparu. Et puis après tout ça, sont arrivés les satellites. Et là, tout s'éclaire. La Terre est ronde. Vraiment? Pourquoi les gens disent que la Terre est ronde alors qu'elle est clairement sphérique? Vérifions les définitions. Rond. Figure que l'on obtient par révolution d'une surface, d'une ligne autour d'un axe et par extension qui présente un aspect sphérique, cylindrique ou tronconique, dont la section a une forme circulaire. Bon, à partir de là, on peut dire que la Terre est ronde, sphérique c'est un poil plus précis, mais c'est faux, la Terre n'est pas ronde. Depuis longtemps, on lui préfère la forme de l'ellipsoïde, aplati sur les pôles et élargi à l'équateur. Plus juste d'un point de vue géométrique que la sphère parfaite, l'ellipsoïde est quand même une version simplifiée du réel, en particulier pour les calculs. En fait, grâce aux satellites, on sait maintenant que la Terre est un patatoïde, ou plutôt, on la représente sous la forme d'un géoïde. Grâce à l'Agence spatiale européenne, voici la carte gravitationnelle de la Terre réalisée par le satellite GOES. C'est un peu complexe à comprendre, mais il faut se le représenter comme la surface d'un océan unique recouvrant toute la Terre, qui n'est pas soumis aux marées et ne possède pas de courant. Sa forme est définie par la force gravitationnelle de la Terre. Et en fait, on utilise l'ellipsoïde comme une version simplifiée du géoïde. Une des conséquences est que le point culminant de la Terre change selon la forme choisie. En effet, le mont Everest est bien le point le plus haut par rapport au géoïde, mais le point de la Terre le plus éloigné du centre de la Terre est le mont Chimborazo, un volcan en Équateur. Qui est Fernand Nathan et pourquoi il se fout de notre gueule? Cette troisième question partisane, non, va nous permettre de parler des représentations du monde et de ce qu'on appelle en France le roman national. Fernand Cahen, dit Nathan, est né le 27 janvier 1858 à Passy et mort le 1er mars 1947 à Paris. Il est connu pour avoir créé la maison d'édition éponyme en 1881 afin de produire des ouvrages et du matériel éducatif destiné à l'enseignement dès le passage des lois Jules Ferry en 1881-1882. Rappelons que les lois Jules Ferry avaient 3 objectifs principaux. Rendre l'école gratuite et publique, rendre l'éducation obligatoire et surtout rendre l'école laïque. Ces lois étaient des victoires contre les monarchistes, mais aussi une conséquence assez directe de la guerre perdue contre les Prusses en 1871. Les jeunes Allemands, jugés mieux instruits que les jeunes Français, il fallait pour pouvoir se venger améliorer l'instruction en France, mais également éduquer les filles. L'idée, toute politique, était d'étendre les idées républicaines sur tout le territoire et plus particulièrement dans les campagnes. Il fallait y inculquer un patriotisme fervent, mais également et surtout freiner les idées socialistes et anarchistes, issues elles aussi de la guerre toute récente. Je passe rapidement sur la méthode, entre autres la création d'écoles normales pour former des maîtres laïcs, qu'on appellera plus tard les hussards noirs de la République, et évincer le personnel congréganiste. Et j'en reviens donc à Fernand Nathan, qui participe à sa manière à cette révolution scolaire. Il édite tout le matériel, pour les élèves à la maison et à l'école, pour la formation des maîtres, mais également tout un tas de guides, je cite, le guide pour les femmes d'entretien avec des conseils juridiques et pratiques, etc., etc. La construction du grand récit national commence. Basé principalement sur les idées positivistes de l'historien Ernest Havis, il consiste à montrer la grandeur et l'unité de la France afin d'exhorter au patriotisme à travers des récits épiques, des conquêtes, des épopées, Vercingétorix, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Napoléon et j'en passe. Et depuis, on n'en est pas sorti. Des batailles entre historiens et politiciens perdurent depuis les années 30. Faut-il écrire et enseigner l'histoire au plus près d'une vérité la plus neutre et la plus impartiale possible ? Ou faut-il continuer d'enseigner l'histoire dans un but politique en valorisant au maximum notre propre pays ? Particulièrement dans les années 60-70, les historiens dénoncent les biais politiques et s'emparent de sujets jusque-là tabous, la traite des Noirs, les excès de la colonisation, le régime de Vichy, etc., etc. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que le sujet du récit national n'est pas plus un sujet de gauche que de droite.
En 2016, on a eu de très bons exemples. Le 28 août, à Sablé-sur-Sarthe, François Fillon. Les jeunes Français ignorent les pans de leur histoire, ou pire encore, apprennent à en avoir honte. Il faut réécrire les programmes d'histoire avec l'idée de les concevoir comme un récit national. Le récit national, c'est une histoire faite d'hommes et de femmes, de symboles, de lieux, de monuments, d'événements qui trouvent un sens et une signification dans l'édification progressive de la civilisation singulière de la France. Puis Nicolas Sarkozy, le 9 septembre lors d'un meeting à Franconville, « Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, au moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétorix. » Et qui a étonnamment trouvé un soutien de Jean-Luc Mélenchon, le 27 septembre en déplacement à Boulogne-sur-Mer. « Moi, je ne veux pas d'une ethnicisation gauloise du débat. Mais oui, je dis que nous sommes les filles et les fils des Lumières et de la Grande Révolution. À partir du moment où l'on est français, on adopte le récit national. » Manuel Valls y est aussi allé de son approximation le 29 août 2016 sur Marianne qui a le sein nu parce qu'elle est libre et pas voilée. Un mélange d'approximation historique, Marianne n'a pas toujours eu le sein nu, et de manipulation des symboles. L'allégorie de Marianne n'a jamais eu vocation à dicter le vestiaire féminin. Et au contraire, en 1995, Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. En 2001, Christiane Taubira fait reconnaître la traite des Noirs comme un crime contre l'humanité. Et plus récemment, François Hollande déplore l'abandon des harkis à la fin de la guerre d'Algérie en 1962. Nicolas Sarkozy, particulièrement, est contre ce mouvement de repentance. La France ne veut pas être coupable de tout et son contraire. La France assume son histoire, c'est tout. Voilà pourquoi Fernand Nathan nous prend pour des cons. Parce que les éditions Nathan, à travers leur manuel d'éducation, continuent de participer, volontairement ou non, à nous raconter une certaine histoire de la France. Pour compléter cette recherche, je vous signale un ouvrage sorti en janvier 2017 qui rassemble 122 historiens et qui raconte pour la première fois une histoire de la France ouverte sur le monde, pour ne pas laisser l'histoire à des conteurs peu scrupuleux. Merci d'avoir regardé ce 3e épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses, en tout cas ça a été mon cas, j'ai appris plein de choses, parce que je vous rappelle que je réponds à vos questions en faisant des recherches telles que vous auriez pu les faire, je ne suis spécialiste de rien. Voilà, je mets sous la vidéo tous les liens et toutes les sources que j'ai pu avoir pour pouvoir vous répondre, mais bien sûr je peux raconter des âneries, donc n'hésitez pas en commentaire à me corriger, à apporter des précisions, etc. Je ne suis pas détenteur de la vérité, donc n'hésitez pas à apporter encore plus d'informations et plus de sources si besoin. Merci à vous et à très vite. Voilà un dernier petit mot pour m'excuser pour la dernière fois de la mauvaise qualité du son. J'ai fait l'acquisition dernièrement d'un petit objet qui devrait résoudre ce problème. J'espère que ça ne se reproduira plus. Et puis pour terminer, eh bien écoutez, je vous invite à participer au clap, commentaires, like, abonnement et partage. Merci, à bientôt.